Le premier rayon de soleil perça la brume matinale, se glissant dans la cabane par la fenêtre sans vitre. Monica ouvrit les yeux et ressentit aussitôt une douleur familière au ventre, une douleur qui persistait depuis des jours, depuis la fin de son dernier ménage. Elle jeta un coup d'œil sur le côté et vit ses jumelles encore endormies sur le fin matelas qu'elle partageait avec elle. Le bras d'Émilie était enveloppé de manière protectrice autour de Grace. Comme toujours depuis leur plus jeune âge. À seulement 5 ans, les deux filles avaient déjà appris à prendre soin l'une de l'autre d'une manière qui brisa le cœur de Monica. Par moments, Monica se demandait où elle avait pu se tromper, comment la vie l'avait menée là. Mais de telles pensées ne suffisaient pas à combler les estomacs vides. Et les filles avaient eu des nausées toute la nuit. Lentement, Monica se leva, veillant à ne réveiller personne. Ses pieds nus touchèrent le sol froid et compacté. Elle se dirigea vers le coin qui leur servait de cuisine, un poêle de fortune en briques et 2 brûleurs cassés. Elle ouvrit le pot à sucre qui lui servait de garde-manger. Vide. Le vieux réfrigérateur gémit bruyamment lorsqu'elle l'ouvrit, ne révélant presque rien à l'intérieur. Il ne restait qu'un demi-verre de lait caillé et un morceau de pain rassis de 3 jours. Il n'y avait rien pour le petit déjeuner. Appuyée contre le mur, Monica ferma brièvement les yeux. Elle connaissait bien ce sentiment. Ce mélange amer de désespoir et de détermination farouche qui l'envahissait lorsqu'elle ignorait où viendrait son prochain repas. Mais elle avait 2 filles qui dépendaient d'elle. Et elle ne pouvait se permettre d'abandonner. Maman, la voix ensommeillée d'Émilie la ramena au présent. Monica se retourna et vit sa fille assise sur le matelas, se frottant les yeux. Émilie se réveillait toujours la première, elle avait 2 minutes de plus que Grace et semblait assumer cette responsabilité aussi naturellement que respirer. « Bonjour, mon amour, » dit Monica, forçant la chaleur dans sa voix. « J'ai faim, » dit Émilie en pressant sa main contre son ventre. Monica sentit sa poitrine se serrer. « As-tu faim, ma petite ?» Grace commença à s'agiter, se réveillant lentement. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle comme pour se rappeler où elle était. « Bonjour, petite dormeuse, » dit doucement Émilie en tapotant sa sœur. « Moi aussi. »« J'ai faim, » murmura Grace, encore somnolente. Monica prit une grande inspiration et regarda ses filles avant de prendre une décision. « Les filles, vous devrez sortir tôt aujourd'hui. »« Seule ?» demanda Émilie, comprenant déjà. « Seule. Je vais chercher du travail aujourd'hui. Il y a une dame qui a peut-être besoin d'une femme de ménage. » Les filles échangèrent un regard. Ce n'était pas la première fois. Ces derniers mois, cette routine était devenue courante. Émilie et Grace ramassaient les poubelles pendant que Monica cherchait du travail. « On va au marché ? » C'est vrai. Et surtout, attention aux objets tranchants. Du verre brisé, du métal tranchant, des aiguilles, énuméra Émilie. Ne mettez pas votre main dedans sans regarder d'abord. Dis-lui que nous aidons maman, dit Émilie. Et n'acceptez rien des étrangers, ajouta Grace. Très bien. Maintenant, enfilez vos vêtements les moins sales et n'oubliez pas vos tognes. Prenez soin les uns des autres. Émilie, tu es l'aînée. Seulement 2 minutes, protesta Grace. Mais tu es plus âgée, insista Monica. Et Grace, tu obéis à ta sœur. D'accord. Monica les embrassa sur le front. Allez avec Dieu et soyez très prudents. Les filles quittèrent la cabane alors que le soleil était encore bas. Monica se tenait à la porte. Observant 2 petites silhouettes descendre le chemin de terre, des sacs presque aussi grands qu'elle. Émilie serrait fermement la main de Grace. « Où allons-nous en premier ?» demanda Émilie. « Au marché de Main Street. C'est lundi. Ils sortent toujours les poubelles tôt le lundi. » Ils marchèrent 20 minutes dans des rues de plus en plus fréquentées. Émilie connaissait les horaires que Monica leur avait appris, quel marché proposait le plus de produits recyclables et lesquels jetaient de la nourriture encore utilisable. « Regarde !» dit Grace en désignant de grands sacs empilés contre le mur du fond d'un supermarché. « Il y en a plein ici. » Émilie scruta rapidement la rue. Elle était vide. « Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. » Ils s'approchèrent des sacs avec précaution. Émilie ouvrit le premier et regarda à l'intérieur, en prenant soin de ne pas y plonger la main à l'aveuglette. « Il y a des bouteilles en plastique. » dit Émilie. « Et des canettes. » Grace ouvrit un autre sac. « Il y a de la nourriture ici et des fruits, abîmés, mais bons.
Émilie examina les pommes que Grace avait trouvées. Celle-ci est bonne. Juste abîmée d'un côté. Elle coupa soigneusement la partie abîmée et tendit le reste à Grace, qui en prit une grosse bouchée. C'est délicieux, sourit Grace. Émilie cueillit une autre pomme et continua à fouiller. Elle trouva 2 bananes, foncées à l'extérieur, et des carottes fermes. Quelle chance, murmura Émilie, faisant écho à quelque chose qu'elle avait souvent entendu Monica dire. Grace a séparé les bouteilles en plastique dans un sac. Combien de bouteilles devons-nous échanger contre de l'argent? Beaucoup, répondit Émilie. Mais chaque bouteille compte. Elle trouva des canettes de soda vides. Celles-ci valent plus cher. Pourquoi? Parce que c'est du métal. Monsieur John paie mieux pour le métal. Elles continuèrent leur recherche quelques minutes de plus. Grace trouva du pain rassis, mais comestible. Émilie trouva des biscuits dont la date de péremption était encore dépassée. Maman sera heureuse, dit Grace. Émilie fouilla dans un 3e sac, puis s'arrêta soudainement. Grace? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends un bruit étrange. Grace marqua une pause, écoutant attentivement. Pendant quelques secondes, seul le bruit des voitures dans la rue leur parvint. Puis le bruit revint. Un cri doux et faible, presque comme le miaulement d'un chaton mais différent. C'est un bébé, murmura Grace. Émilie laissa tomber le sac qu'elle cherchait. Un bébé? Où? Les pleurs venaient de tout près, mais ils ne pouvaient pas localiser l'endroit exact. Voyons voir, dit Émilie. Ils ont suivi le bruit lentement, encerclant la zone où se trouvaient les sacs poubelles. Les pleurs provenaient de derrière une pile de cartons vides appuyés contre le mur latéral du marché. C'est là. Gisait un nouveau-né, tout petit et probablement âgé de quelques jours seulement. Enveloppé dans une vieille couverture sale, il pleurait doucement, semblant trop faible pour protester. Sa peau était rougeâtre et il tremblait visiblement de froid. Mon Dieu, murmura Émilie en s'agenouillant à côté de lui. C'est vraiment un bébé? Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Oui. Un petit garçon. Grace s'agenouilla à côté d'eux. Pourquoi est-il seul ici? Émilie regarda rapidement autour d'elle. La rue était toujours vide. Qui a bien pu faire ça? Qui abandonnerait un nouveau-né à la poubelle? Émilie ressentit une rage féroce qu'elle ignorait. Quelqu'un l'a laissé ici. Mais pourquoi? Les larmes montèrent aux yeux de Grace. Je ne sais pas, mais on ne peut pas le laisser ici. Les pleurs du bébé continuaient, faibles et s'estompaient, comme s'il abandonnait. Émilie hésita. Se rappelant les avertissements de sa mère d'être prudente, puis le souleva doucement avec le plus grand soin. Il était trop léger, trop petit. La couverture sentait mauvais et était humide. Mais Émilie s'en fichait. Au moment où elle le tenait dans ses bras, quelque chose en elle s'éveilla, un instinct de protection qu'elle ne soupçonnait pas avoir. Le bébé a arrêté de pleurer lorsqu'il a senti la chaleur de son corps. Il ouvrit ses petits yeux sombres et effrayés et la regarda, comme s'il savait qu'il était désormais en sécurité. Salut. Petite, murmura Émilie, imitant la voix douce que Monica utilisait avec les enfants. Le bébé s'est complètement calmé. Grace regarda, émerveillée. Il a froid, dit Émilie, et il a peur aussi. Grace toucha soigneusement la petite main du bébé. Il est si petit. Émilie l'examina rapidement. Il semblait en bonne santé, mais affaibli. Il a besoin de nourriture, de chaleur, de soins. A-t-il faim? Demanda Grace. Je crois que oui, et j'ai soif aussi. Émilie regarda le bébé, puis Grace, et enfin la rue déserte. Son esprit d'enfant de 5 ans s'emballa, cherchant une solution. Des enfants perdus, des personnes dans le besoin. Sa mère disait toujours qu'aider les personnes dans le besoin était le plus important. Elle le fera. Maman a bon cœur. Alors? On rentre à la maison? Émilie regarda de nouveau le bébé. Il avait fermé les yeux et semblait essayer de dormir dans ses bras. Oui, mais d'abord, rassemblons les choses que nous avons trouvées. Maman devra les échanger contre de l'argent. Vite, les filles rassemblèrent les bouteilles en plastique, les canettes, les fruits et le pain qu'elles avaient mis de côté. Grace porta les 4 sacs tandis qu'Émilie berçait le bébé, le protégeant du vent matinal de son propre corps. Est-ce qu'il a un nom? Demanda Grace pendant la promenade. Je ne sais pas.
Il ouvrait les yeux et la regardait, comme s'il cherchait à comprendre qui était cette fille qu'il avait sauvée. Maman sera surprise, dit Grace. Elle le fera, mais elle prendra soin de lui. Elle prend toujours soin de tout le monde. À leur arrivée à la maison, Monica n'était pas encore rentrée de son travail. Émilie déposa délicatement le bébé sur le lit et alla faire chauffer de l'eau dans une petite casserole. « On va lui donner un bain ?» demanda Grace. « Oui. Maman dit toujours qu'un enfant propre est en meilleure santé. » Émilie baignait le bébé dans une bassine en plastique avec toute l'attention qu'elle pouvait rassembler. Il pleura un peu au contact de l'eau chaude, mais se calma lorsqu'Émilie lui parla doucement. « Voilà, mon petit. Maintenant tu es propre. » Le bébé avait visiblement meilleure mine après le bain. Sa peau n'était plus rougeâtre et il semblait plus alerte. Émilie l'enveloppa dans une serviette propre et improvisa un lit dans un carton solide qu'ils avaient conservé, le garnissant des tissus les plus doux qu'elle trouva. Lorsque Monica arriva 2 heures plus tard, elle trouva une scène qui la laissa sans voix, Émilie et Grace assises par terre à côté du carton, s'occupant d'un nouveau-né. « Maman !» cria Grace en voyant Monica à la porte. « On a trouvé un bébé. » Monica laissa tomber son sac et courut. « Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bébé? » « Quelqu'un l'a laissé dans la poubelle, » expliqua Émilie. Il pleurait seul. On ne pouvait pas le laisser là. Monica s'agenouilla près de la boîte et regarda le bébé endormi. Propre et apparemment bien soigné. « Alors, tu lui as donné un bain? »« Oui, c'est vrai, » dit fièrement Émilie. « Et il a aimé. » Monica ressentit un mélange d'émotions, surprise, inquiétude. Mais surtout un instinct maternel. « On ne peut pas le laisser ici, » dit Monica en prenant le bébé dans ses bras. « Pourquoi pas ?» demanda Grace. « Il n'a personne d'autre. » Monica regarda ses filles, puis le bébé dans ses bras. Elles avaient raison. Ce bébé était seul au monde, abandonné comme un déchet. « Si personne ne le cherche, » dit Grace avec espoir. « Est-ce que ce serait notre frère ?» Monica détourna le regard, mais serra le bébé comme s'il était le sien. Cette petite créature était arrivée jusqu'à eux d'une manière inattendue. Mais ce n'était peut-être pas une coïncidence. Au milieu de cette pénurie totale, l'amour avait trouvé le moyen de grandir. Monica savait que quoi qu'il arrive, il prendrait soin de ce bébé comme une vraie famille, car parfois, l'affection la plus pure naît là où on l'attend le moins. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient trouvé le bébé. Monica regarda le dernier morceau de pain restant et le divisa en 4 parts, 3 petites pour elle et les filles, une encore plus petite pour qu'elle ramollisse dans le lait du bébé. « Maman? Tu ne vas pas manger ?» demanda Émilie, voyant que Monica n'avait pris qu'une petite part. « J'ai déjà mangé », mentit Monica en donnant les plus gros morceaux à ses filles. Grace mordit lentement le pain, le faisant durer. « Et lui ?» dit-elle en désignant le bébé endormi dans la boîte. « Il mangera après son réveil. » Monica écrasa le petit morceau de pain dans du lait chaud et le mit dans un petit bol. Ce n'était pas grand-chose, mais ça suffirait pour 2 autres biberons. Le bébé mangeait peu à peu, mais fréquemment. Émilie s'approcha de la boîte improvisée. Le bébé dormait paisiblement, respirant doucement. Ces derniers jours, sa peau s'était améliorée. Il n'était plus aussi pâle. « Il est plus grand », observa Émilie. « Il l'est », acquiesça Monica. « Il se remet. » Grace s'agenouilla près de la boîte. « Je peux le tenir ? » ?»« Tu peux, mais fais attention. » Grace souleva le bébé avec toute la délicatesse d'un enfant de 5 ans. Il ouvrit ses petits yeux et la fixa sans pleurer. « Salut, mon petit. As-tu bien dormi ?» Le bébé émit un léger gazouillis comme pour répondre. Grace sourit. « Je crois qu'il aime qu'on lui parle. » Monica observait la scène. En 3 jours, les filles s'étaient transformées en grandes sœurs dévouées. Elles aidaient à tout, changer les couches improvisées, préparer les biberons, bercer le bébé lorsqu'il pleurait. « Maman, » dit Émilie. « Il a besoin d'un vrai nom. » Monica soupira. Lui donner un nom rendrait tout plus réel, plus concret. Mais les filles avaient raison. « À quel nom avez-vous pensé ? » « Miguel ?» répondit aussitôt Grace. « Parce que c'est joli. »« Ou Gabriel ?» suggéra Émilie. « Comme l'ange. » Monica regarda le bébé dans les bras de Grace. Il était réveillé, levant les yeux avec curiosité.
C'était incroyable à quel point il avait changé en seulement 3 jours. Il ne ressemblait plus à cette petite créature effrayée qu'on avait trouvée dans la poubelle. Gabriel est un beau prénom, dit Monica. Ange protecteur. Alors son nom sera Gabriel, demanda Grace avec enthousiasme. Pour l'instant, répondit Monica. Le bébé Gabriel se mit à pleurer doucement. Grace le berça doucement. Il a faim, n'est-ce pas? Monica prépara le biberon avec du pain ramolli dans du lait. Gabriel but avidement, serrant fermement le doigt de Monica. Il est fort? Observa Émilie. Il grandit bien. Après la tétée, Gabriel resta éveillé un moment, observant les 3 femmes qui s'occupaient de lui. Monica vit dans les yeux du bébé quelque chose d'inédit. Fais-moi confiance, Émilie, dit Monica. Apporte ces chiffons propres. Émilie apporta les torchons que Monica avait lavés la veille. Ils étaient vieux, certains déchirés, mais propres et doux. Faisons-lui de meilleures couvertures. Les 3 s'assirent par terre. Monica apprit aux filles à plier les couvertures pour les rendre plus chaudes et plus douces. Comme ça. Montra Monica en faisant un pli spécial. C'est comme une petite veste, essaya d'imiter Émilie. Comme ça. C'est vrai. Tu apprends vite. Grace l'observait attentivement. Je peux essayer aussi? Bien sûr. Ils ont passé tout l'après-midi à préparer des vêtements et des couvertures improvisées pour Gabriel. Chaque vêtement plié et soigneusement rangé apportait au bébé un confort accru. Prêt, dit Monica en posant une des couvertures sur Gabriel. Maintenant, il n'aura plus froid. Le bébé se blottit dans la douce couverture et ferma les yeux en soupirant de contentement. Il a aimé ça, dit Grace en souriant. À la tombée de la nuit, Gabriel était agité. Il pleurait doucement, mais rien ne semblait le calmer, biberon, couche propre, câlin, rien n'y faisait. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Demanda Émilie, inquiète. Parfois, les bébés sont comme ça, expliqua Monica. Ils ont besoin d'un peu plus d'attention. Grace s'assit à côté de la boîte. Je peux chanter pour lui. Oui, tu peux. Grace commença à fredonner une chanson que Monica leur chantait toujours quand ils étaient petits. Sa voix était douce et grave. Dors, dors. Mon garçon, dors, car la nuit est venue. Maman est là et Dieu du ciel t'a béni. Gabriel cessa immédiatement de pleurer. Il ouvrit les yeux et regarda Grace comme s'il écoutait la chanson. Puis-je continuer, murmura Émilie. Grace continua à chanter, à inventer des vers. Dors, dors, Gabriel. Maintenant, tu as une famille, 2 sœurs et une maman qui t'aiment chaque jour. Le bébé se détendit complètement. Ses petits yeux se fermèrent lentement jusqu'à ce qu'il sombre dans un profond sommeil. Ça a marché, dit Émilie, impressionnée. Tu chantes très bien. Et ça marchait toujours. Une semaine plus tard, Monica a trouvé un emploi de femme de ménage dans une grande maison à l'autre bout de la ville. Le salaire était modeste, mais suffisant pour acheter de la vraie nourriture. Restez tous les deux et occupez-vous de Gabriel, dit Monica avant de partir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne t'inquiète pas. Gabriel n'était pas seulement en bonne santé, il était heureux. Comment s'est passée ta journée? Demanda Monica. Il a à peine pleuré, dit Émilie. Et regarde. Émilie fit la grimace et Gabriel sourit un sourire léger mais sincère. Il sourit, s'exclama Monica. Ça a commencé ce matin, dit Grace. Au début, c'était juste un petit peu. Puis c'est devenu plus facile. Monica s'approcha et prit Gabriel dans ses bras. Le bébé la regarda et sourit à nouveau, comme s'il la reconnaissait. Salut Gabriel. Tu es vraiment beau. Cette nuit-là, Monica regarda ses 2 filles dormir par terre, à côté du lit de Gabriel. Le bébé dormait aussi, paisible et en sécurité. Il n'avait pas grand-chose. La maison était petite. La nourriture était rare. Les vêtements étaient vieux. Mais ils avaient quelque chose que beaucoup de gens riches n'avaient pas, le véritable amour. Monica se souvenait de l'époque où les filles étaient des bébés comme ça. Elle n'avait rien à l'époque, et pourtant elle leur donnait tout ce qu'elle pouvait, affection, attention, protection. Regardez comme ils ont grandi, gentils, attentionnés, pleins d'amour à donner. Maintenant, Gabriel aurait cela aussi. Il ne grandirait pas dans un manoir?
n'aurait pas de jouets coûteux ni de vêtements de marque, mais il saurait qu'il était aimé inconditionnellement. Monica toucha doucement le visage du bébé. Il soupira dans son sommeil, satisfait. Parfois, ceux qui ont le moins donnent le plus, murmura-t-elle. C'était vrai. Elle et les filles n'avaient ni argent, ni luxe, ni sécurité financière, mais elles avaient un cœur immense. Offrant tout ce qu'elles avaient à ce bébé abandonné. Gabriel s'agita et sourit dans son sommeil, comme s'il faisait un rêve heureux. Monica sourit aussi. Il renaissait là. Dans cette petite cabane simple, loin des regards du monde, cachée de ceux qui avaient beaucoup mais donné peu. Dans le silence de cette pauvre maison. L'amour devenait plus fort que toute richesse. Gabriel était chez lui, et Monica savait bien que ce n'était pas un lieu. C'était l'endroit où l'on était vraiment aimé. Gabriel était avec eux depuis 2 semaines. Ce matin-là, Monica réussit à vendre quelques fruits en bon état qu'ils avaient trouvés et gagna assez d'argent pour acheter du vrai lait en poudre. Allons-y tous ensemble, dit Monica en prenant Gabriel dans ses bras. J'ai besoin d'aide pour porter des choses. Émilie et Grace étaient ravies. Elles sortaient rarement en promenade. Gabriel semblait aussi apprécier de sortir de la maison. Il restait éveillé, observant autour de lui avec curiosité. Ils se dirigèrent vers le centre-ville, où se trouvaient les plus grands magasins. Le lait en poudre coûtait moins cher au grand supermarché, et Monica voulait économiser chaque centime. Regardez combien de personnes, dit Grace, impressionnée par les rues principales animées. Reste près de moi, demanda Monica. Je ne veux pas te perdre dans la foule. Ils achetèrent du lait en poudre, des fruits et un paquet de biscuits pour les filles. Gabriel dormit tout au long des courses, bercé par le mouvement. Sur le chemin du retour, elles passèrent par la rue commerçante où les filles aimaient admirer les vitrines. Elles ne pouvaient rien acheter, mais c'était amusant de rêver. « Maman, est-ce que je peux regarder les jouets ?» demanda Émilie en s'arrêtant devant un magasin coloré. « Tu peux, mais vite. » Gabriel va se réveiller et vouloir se nourrir. Les filles collaient leur nez à la vitrine du magasin de jouets. Monica se tenait à côté d'elle, regardant Gabriel dormir dans ses bras. « Quelle belle poupée !» soupira Grace en désignant une poupée aux cheveux bouclés. « Un jour, nous aurons de nouveaux jouets, » dit Émilie, toujours optimiste. « Oui, tu le feras. » Acquiesça Monica, même si elle ne savait pas quand. Ils continuèrent leur marche et s'arrêtèrent devant un magasin d'électronique. Plusieurs téléviseurs diffusaient différents programmes. L'un d'eux diffusait les informations. « Regardez les téléviseurs, » dit Grace. « Ils sont énormes. » Émilie était fascinée par les couleurs vives des écrans. Murmura Monica, incapable de quitter l'écran des yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» demanda Émilie, remarquant le ton effrayé de sa mère. Monica ne pouvait pas répondre. Elle regardait la télévision, attendant de comprendre ce qui se passait. L'image de l'homme en costume réapparut. En dessous, son nom apparaissait, Robert Haye, homme d'affaires. « C'est moi, » mentit Monica, essayant de se reprendre. « Allons-y. On a à peine commencé à regarder. Gabriel va se réveiller. Il vaut mieux qu'on y aille. » Les filles obéirent. Mais Monica remarqua qu'Émilie la regardait avec suspicion. La fille était intelligente et remarquait toujours quand quelque chose n'allait pas. Pendant tout le chemin du retour, Monica resta silencieuse. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qu'elle avait vu. Gabriel était le fils d'un riche homme d'affaires. Quelqu'un le recherchait et lui offrait une récompense. Comment avait-il fini dans la poubelle derrière le marché ? Avait-il été kidnappé et abandonné ? Ou y avait-il une autre explication ? « Maman, tu es très silencieuse. » dit Émilie lorsqu'elles arrivèrent près de la maison. « Je suis juste fatiguée, » répondit Monica, mais Émilie ne la croyait pas. En entrant dans la cabane, Émilie prit Grace à part et lui murmura quelque chose à l'oreille. Grace regarda Monica avec inquiétude. Monica déposa Gabriel dans sa boîte et prépara un biberon. Le bébé se réveilla à l'heure. Comme toujours. Il sourit à Monica et lui tendit ses petits bras. « Salut, Gabriel » dit Monica, même si sa voix était différente. Le bébé la regarda comme s'il sentait que quelque chose avait changé. Ses yeux sombres semblaient poser des questions auxquelles Monica ne savait pas répondre. « Maman » dit Émilie en s'approchant. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que nous regardions la télévision ?»
Monica hésita. Les filles étaient jeunes, mais méritaient de connaître la vérité. Assieds-toi ici, dit Monica en désignant le matelas. Émilie et Grace s'assirent à côté de leur mère. Gabriel buvait tranquillement, inconscient de la conversation. As-tu vu cet homme à la télé? Celui en costume? Demanda Grace. C'est lui, dit Monica. Il parlait d'un bébé disparu. Émilie fronça les sourcils. Monica prit une profonde inspiration. Le bébé sur la photo était Gabriel. Le silence qui suivit fut pesant. Émilie et Grace regardèrent Gabriel, puis Monica, essayant de comprendre. Est-ce que ça veut dire? Comment ça, Émilie? Que quelqu'un le cherche, conclut Monica. L'homme à la télé, demanda Grace. On dirait bien. Il a dit qu'il était le père. Grace s'approcha de Gabriel et toucha son petit visage. Mais c'est notre frère maintenant. Grace, c'est maman. Nous avons pris soin de lui. Nous l'avons sauvé. Il fait partie de notre famille. Émilie était plus sérieuse. Si cet homme est son père, on ne peut pas le garder, n'est-ce pas? Monica sentit sa poitrine se serrer. C'est compliqué, Émilie. Mais nous n'avons rien fait de mal, dit Grace, les larmes aux yeux. Nous avons juste pris soin de lui lorsqu'il a été abandonné. Je sais, mon amour. J'ai tout fait comme il fallait. Gabriel avait fini de téter et Monica l'avait posé sur son épaule pour lui faire son rot. Le bébé était détendu, confiant sur ses genoux. Que allons-nous faire? Demanda Émilie. C'était la question à laquelle Monica ne savait pas répondre. S'il révélait à quelqu'un qu'il détenait Gabriel, il serait emmené. Sinon, il cacherait le fils de quelqu'un d'autre. Pour l'instant, ne le dis à personne, dit finalement Monica. Pas encore. Pour combien de temps? Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Grace se blottit sur les genoux de Monica. À l'opposé de Gabriel. Ne se souviendra-t-il pas de nous quand il partira? Monica sentit les larmes lui monter aux yeux. Il s'en souviendra. Il se souviendra toujours que tu l'as sauvé. Mais je ne veux pas qu'il parte, s'écria Grace. Émilie pleurait aussi, même si elle essayait de le cacher. On peut au moins le garder un peu plus longtemps. Monica regarda Gabriel, qui s'était endormi sur son épaule. Le bébé respirait paisiblement, parfaitement à l'aise. Au cours des 2 dernières semaines, il était devenu un membre de la famille d'une manière que Monica n'aurait jamais imaginé possible. Encore un peu, promit Monica. Sachant que c'était une promesse qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir. Cette nuit-là, après que les filles se soient endormies, Monica resta éveillée, observant Gabriel dormir. Le bébé était différent de ce qu'il était lorsqu'elle l'avait trouvé, plus fort, plus sain, plus heureux. Il avait pris du poids et sa peau était rosée, signe qu'on prenait bien soin de lui. Il était né de nouveau dans leurs bras. Mais Monica savait désormais qu'une autre vie l'attendait, une autre famille l'attendait. Robert Haye. Ce nom résonnait dans son esprit. Un homme riche et puissant, doté de ressources dont Monica n'aurait jamais pu rêver. Gabriel pourrait avoir une belle vie avec lui, éducation, confort? Opportunité, mais serait-ce une vie remplie d'amour? Monica toucha doucement le visage de Gabriel. Le bébé soupira dans son sommeil et sourit, comme toujours lorsqu'il ressentait son affection. Que dois-je faire, ma petite, murmura Monica. Comment te laisser partir? Gabriel ne répondit pas, il dormit simplement paisiblement. Monica savait que la décision ne pouvait pas être reportée indéfiniment. Un jour, elle devrait choisir entre ce qu'elle voulait et ce qui était juste. Ce choix pesait lourdement sur ses épaules. Le poids d'une mère qui avait appris à aimer un enfant qui n'était jamais vraiment le sien. Monica a passé la nuit sans dormir, assise sur le sol à regarder Gabriel respirer doucement dans sa boîte. Ignorant que sa vie était sur le point de changer complètement. Au petit matin, elle a pris sa décision. Quand le soleil s'est levé, Monica a doucement réveillé les filles. Émilie, Grace. Réveillez-vous. Tous deux ouvrirent les yeux et regardèrent immédiatement Gabriel, comme ils le faisaient toujours au réveil. Est-ce qu'il va bien? Demanda Grace, encore endormie. Il l'est? Répondit Monica, mais il faut qu'on parle. Émilie s'assit dans son lit, plus réveillée maintenant. C'est à propos d'hier, n'est-ce pas?
À propos de l'homme à la télé? Monica hocha la tête. C'est vrai. Grace se redressa, toujours perplexe. Quel homme? Le père de Gabriel, expliqua Émilie. Le petit visage de Grace s'emplit de peur. Mais Monica vit qu'elle luttait également contre les larmes. Nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas, maman? Non, Émilie. Ce serait une erreur de le laisser savoir que quelqu'un le recherche. Grace se jeta sur les genoux de Monica en sanglotant. Mais je l'aime. C'est mon petit frère. Monica serra sa fille dans ses bras, le cœur brisé. Je sais que tu l'aimes. Nous l'aimons tous. Mais parfois, aimer signifie lâcher prise. Je ne comprends pas, s'écria Grace. Cela signifie que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour lui, même si c'est difficile pour nous. Émilie s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Alors, quand est-ce qu'on l'emmène? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Grace leva les yeux, désespérée. Mais c'est trop tôt. Ce n'est pas pour bientôt, Grace. En fait, ça aurait même dû arriver plus tôt. Gabriel se réveilla au son des pleurs de Grace. Il ouvrit ses petits yeux et les regarda tous les trois. Comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Salut, Gabriel, dit Grace, essayant d'arrêter de pleurer. Bonjour, petit frère, lui sourit Gabriel. Il est encore tout petit. Mais nous nous souviendrons de lui, dit Émilie en touchant la petite main du bébé. Et toujours, acquiesça Grace en embrassant le front de Gabriel. Monica prépara la dernière bouteille pour Gabriel. Pendant qu'il buvait, elle expliqua aux filles comment cela se passerait. On l'emmène au commissariat. Ils appelleront son père là-bas. Et puis, demanda Émilie, alors il rentre chez lui et nous ne le reverrons plus jamais? Monica ne savait pas quoi répondre. Peut-être pas, Grace. Grace se remit à pleurer. Émilie ne put retenir ses larmes non plus. Puis-je lui donner un dernier bain, demanda Grace. Oui, tu peux. Les filles ont baigné Gabriel avec toutes les attentions du monde. Elles ont lavé chaque petit doigt, chaque pli. Gabriel semblait apprécier cette attention particulière. Il riait et jouait dans l'eau chaude. Tu es un bébé très spécial, dit Émilie en lui rinçant les cheveux. Ne nous oublie pas, d'accord? Gabriel éclaboussa l'eau de ses petites mains, éclaboussant les filles. Elle riait, a expliqué Monica. Et parce que je veux qu'il voie que tu es poli et bien soigné, comprit Émilie. Pour qu'il ne pense pas du mal de nous. Exactement. Ils habillèrent Gabriel avec affection. Il était beau, propre, avec une peau rose et saine. Quiconque le regardait voyait qu'il avait été très bien soigné. Prêt? Dit Monica en prenant Gabriel dans ses bras. Allons-y. Attends, dit Grace. Je peux lui faire un bisou d'adieu. Tu peux. Grace embrassa Gabriel sur le front. Je t'aime, petit frère. Tu es le plus beau cadeau que nous ayons jamais reçu. Émilie embrassa également le bébé. Sois heureux, Gabriel. Et deviens fort. Monica sentit ses yeux se remplir de larmes, mais se contrôla. Elle devait être forte pour les filles. Ils quittèrent la maison en silence. Le chemin jusqu'au commissariat leur parut à la fois interminable et trop rapide. Gabriel a dormi pendant presque tout le voyage, ne se réveillant que lorsqu'ils sont arrivés à la porte du bâtiment. C'est ici, dit Monica en regardant le grand bâtiment intimidant. Monica s'approcha du comptoir. Excusez-moi, dit-elle à l'officier derrière le comptoir. Oui, nous avons trouvé un bébé. Je crois que c'est le bébé qu'on voit à la télévision. L'officier regarda Gabriel dans les bras de Monica, puis les filles. Il appela un autre officier, qui s'approcha à un homme d'un certain âge au visage doux. Je suis l'agent Ramirez, dit-il. Vous avez trouvé un bébé? Oui, monsieur. Il y a 2 semaines. L'officier Ramirez regarda Gabriel attentivement. Kay, peux-tu venir avec moi, s'il te plaît? Il les a conduits dans une pièce plus petite et plus privée et leur a offert des chaises pour s'asseoir. Peux-tu me dire comment tu l'as trouvé? Monica a raconté toute l'histoire. Comment les filles sont sorties chercher de la nourriture, comment elles ont entendu les pleurs, comment elles ont trouvé Gabriel abandonné dans la poubelle. Et depuis, vous vous occupez de lui? Qui était éveillé et alerte dans les bras de Monica. Il semble très bien soigné.
Nous avons fait de notre mieux, a déclaré Émilie. Je vois que vous avez fait un excellent travail. Grace pleura doucement. Nous ne voulions pas le rendre, mais nous savons que c'est la bonne chose à faire. L'agent Ramirez les regarda tous les trois avec respect. Vous êtes très courageux et vous avez bien agi. Son père est-il déjà au courant, demanda Monica. Je l'appelle tout de suite. Il viendra chercher son fils. Monica hocha la tête. Même si son cœur se serrait. Tu peux attendre ici. Ce ne sera pas long. L'agent Ramirez quitta la pièce. Monica et les filles restèrent seules avec Gabriel. C'est vraiment ça, dit Émilie. La voix tremblante. Grace ne pouvait s'empêcher de pleurer. Je ne veux pas qu'il parte. Monica passa Gabriel sur les genoux d'Émilie. Reste encore un peu avec lui. Émilie serra Gabriel dans ses bras comme si c'était la dernière fois. Le bébé la regarda avec curiosité, comme s'il sentait que quelque chose d'important se passait. Tu es très spécial, tu sais. Dit Émilie à Gabriel. Nous t'aimons très fort. Grace s'approcha et toucha le pied de Gabriel. Quand tu seras grand, souviens-toi de nous, d'accord? Souviens-toi de tes premières sœurs. Gabriel émit un léger gargouillis comme s'il essayait de répondre. Ils restèrent ainsi pendant 1 heure, se relayant pour tenir Gabriel, profitant de leurs derniers instants ensemble. Puis l'officier Ramirez est revenu. Il est là, dit-il simplement. L'estomac de Monica se serra. Déjà? Il est dehors. Puis-je le faire entrer? Monica regarda les filles. Émilie serrait Gabriel dans ses bras. Grace pleurait en silence. Tu peux, dit Monica. L'officier Ramirez est parti et est revenu quelques minutes plus tard avec un homme grand et bien habillé. Robert Haye. Monica l'avait reconnu à la télévision, mais en personne, il semblait encore plus imposant. Robert entra dans la pièce, s'attendant à trouver des criminels, des ravisseurs. Des individus dangereux. Au lieu de cela, il vit une jeune femme et 2 jeunes enfants, tous propres et soignés, la tête haute. Il s'arrêta devant la porte, visiblement perplexe. « C'était toi ?» demanda-t-il, son regard passant de Monica aux filles. Émilie se leva, tenant toujours Gabriel. Il était seul, monsieur, dans la poubelle. On s'est occupé de lui. Gabriel le regarda sans crainte, curieux. Il est différent, murmura Robert. Plus fort. Il était très faible quand nous l'avons trouvé, a expliqué Émilie. Mais il a beaucoup progressé. Monica se leva. Elle s'est occupée de lui, monsieur, parce que c'était la bonne chose à faire. Robert regarda Monica. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de parler. Qui l'impressionnait, la dignité, même dans la pauvreté. Sais-tu qui je suis, demanda Robert. On l'a vu à la télé, répondit Monica. Tu es son père. Robert lui tendit les bras. Émilie hésita un instant, puis lui tendit Gabriel. Le bébé resta silencieux dans les bras de son père, mais ses yeux cherchèrent Émilie et Grace. Combien en veux-tu, demanda soudain Robert. Que veux-tu dire? Monica fronça les sourcils. La récompense. Combien? Monica regarda ses filles, puis de nouveau Robert. Nous ne voulons rien, monsieur. Rien? Non, monsieur. Nous avons simplement fait ce qui était juste. Robert resta silencieux quelques secondes, visiblement surpris. Mais toi, tu as pris soin de mon fils. Tu lui as sauvé la vie. N'importe qui ferait la même chose, a déclaré Monica. Non, dit doucement Robert. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il regarda Gabriel. Qui pleurait maintenant doucement comme s'il regrettait les genoux des filles. Il s'est attaché à toi. Et nous nous sommes attachés à lui, dit Grace, une nouvelle larme coulant sur sa joue. Mais nous savons que c'est ton fils. Robert regarda les 3 personnes qui avaient pris soin de son fils sans rien attendre en retour, et cela le troubla profondément. Robert se sentit presque indigné. Cela n'avait aucun sens pour lui. D'après son expérience, tout le monde désirait toujours quelque chose. Mais c'est impossible. Tout le monde désire quelque chose. Nous voulons juste qu'il soit heureux, dit simplement Grace. Robert secoua la tête, comme s'il n'arrivait pas à digérer. Tu t'es occupé de mon fils pendant 2 semaines.
Tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas et tu ne veux rien. On a juste fait ce qui était juste, répéta Monica. Qu'est-ce qui était juste, faillit hurler Robert. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas si je mérite de récupérer mon fils. L'agent Ramirez s'agita, mal à l'aise. Les filles furent surprises par le ton de Robert. Monica, cependant, resta calme. Tu es son père. Ça suffit. Robert la fixa, complètement déconcerté. Dans sa tête, tout cela était impossible. Gabriel pleurait plus fort. Émilie s'approcha prudemment. Je peux le calmer? Il aime quand on chante. De colère et de quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Toi, commença-t-il, mais sa voix lui manqua. Monica se leva. On y va, monsieur. Gabriel est en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. Attendez, dit Robert, essayant encore de comprendre. Je n'ai jamais vu des gens comme vous. Nous sommes des gens ordinaires, dit Monica. Nous avons juste fait ce que tout le monde aurait fait. Non, explosa Robert. Personne ne le ferait. La plupart des gens voudraient quelque chose. Monica le regarda avec une expression que Robert ne parvint pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose comme de la pitié. Peut-être que tu connais les mauvaises personnes, dit doucement Monica. Pour la première fois de sa vie, Robert Haye, cet homme qui croyait connaître le monde entier, resta complètement sans voix. Robert arriva au manoir en silence. Le chauffeur essaya de parler pendant le trajet, mais il ne répondit pas. Il était absorbé, tenant Gabriel sur ses genoux, revivant chaque instant au commissariat. La maison était immense et vide, comme toujours. 30 pièces, 10 salles de bain, une piscine que personne n'utilisait. Gabriel semblait effrayé par la taille des pièces et se mit à pleurer. D'accord, ça va, murmura Robert, mais sa voix lui parut étrange, même à lui-même. Gabriel ne se calmait pas. Il pleurait comme si quelque chose ou quelqu'un lui manquait. Robert essaya de bercer le bébé, comme il avait vu Émilie le faire, mais Gabriel continuait de pleurer. Il essaya de lui parler comme Monica, mais rien n'y fit. « Que veux-tu » demanda Robert. Désespéré. C'est alors qu'il se souvint de la chanson. Émilie avait chanté pour Gabriel au commissariat, et il se calma aussitôt. Robert essaya de fredonner quelque chose. Mais il ne connaissait aucune berceuse. Il n'avait jamais eu besoin de savoir. Gabriel pleura pendant près d'une heure avant de s'endormir d'épuisement dans les bras de son père. Robert le déposa dans le coûteux berceau qu'il avait commandé des semaines auparavant. Gabriel semblait perdu, tout petit dans cet immense berceau. Dans cette pièce gigantesque de cette maison sans âme. Pour la première fois, Robert réalisa à quel point tout y était froid. Il descendit au salon et se servit un whisky. Il s'assit dans le fauteuil en cuir qui coûtait plus cher que ceux que la plupart des gens gagnaient en un an et regarda dans le vide. Les mots de Monica résonnèrent dans sa tête. Il n'y parvenait pas. Toute sa vie était faite d'échanges. Il donnait de l'argent. Il recevait des services. Il offrait des cadeaux coûteux. Il recevait une fausse gratitude. Il faisait des dons. Il recevait une reconnaissance publique. Mais ces 3 femmes, une mère et ses 2 enfants, avaient pris soin de son fils pendant 2 semaines sans rien demander du tout. Ça n'a aucun sens. Murmura Robert. Mais c'était le cas. Robert le savait. Il n'avait simplement jamais vu ça auparavant. Il n'avait jamais voulu voir ça. Il prit une autre gorgée et parcourut la pièce du regard. Des tableaux coûteux au mur, des meubles qui coûtaient des fortunes, des objets d'art qui ne servaient qu'à impressionner les visiteurs. Et pourtant, Gabriel avait pleuré en arrivant. Comme s'il savait que cet endroit n'était pas un foyer. Robert se leva et traversa la maison vide, ses pas résonnant dans les immenses couloirs. 30 pièces. Et il se sentait l'homme le plus seul du monde. Il monta voir Gabriel. Le bébé était agité, il bougeait beaucoup comme s'il faisait des cauchemars. Quand Gabriel était avec Monica et les filles. Il dormait paisiblement. Robert l'avait vu au commissariat, la paix sur le visage du bébé dans leurs bras. Il était assis dans un fauteuil à côté du berceau et regardait son fils. « Ils ont mieux pris soin de toi en 2 semaines que je ne pourrais le faire en des années » murmura Robert. La vérité lui faisait mal.
Robert avait tout l'argent du monde pour offrir à Gabrielle. Les meilleures écoles, les plus beaux vêtements, les meilleurs médecins. Mais il ne savait pas comment lui donner ce dont Gabrielle avait vraiment besoin, de l'amour, de l'attention, de la présence. Monica n'avait rien, et pourtant elle avait tout donné. Robert se souvenait de l'expression de Monica lorsqu'elle avait dit qu'ils avaient simplement fait ce qui était juste. Il n'y avait pas de fausse fierté, pas de prétention. C'était juste la vérité. La vérité la plus pure que Robert ait jamais rencontrée. Il redescendit au salon et se mit à arpenter la pièce. Son esprit ne pouvait s'arrêter. Il se souvenait du nombre de fois où il avait croisé des gens comme Monica dans la rue, des mendiants, des éboueurs, des familles pauvres attendant le bus. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait jamais vu des gens comme ça. Pour Robert, il y avait des gens comme lui, ses partenaires, sa classe sociale. Et il y avait les autres. Les autres n'étaient pas vraiment importants. Ils n'étaient que des corps, des problèmes à résoudre pour le gouvernement, des statistiques. Mais Monica n'était pas une statistique. Émilie et Grace n'étaient pas des problèmes. Elles étaient les personnes les plus humaines que Robert ait jamais rencontrées. « Mon Dieu » murmura Robert. Lourdement assis dans le fauteuil. La honte qu'il ressentait était physique. Elle lui faisait mal à la poitrine, lui brûlait la gorge. Ils ont sauvé mon fils, et je n'ai jamais vu des gens comme ça. Robert se couvrit le visage de ses mains. 45 ans de vie, et il ne s'était jamais senti aussi petit. Gabrielle se mit à pleurer à l'étage. Robert courut, mais arrivé dans la chambre. Gabrielle s'ennuyait d'eux. Ce bébé de quelques mois avait passé 2 semaines à être aimé d'une manière que Robert n'avait jamais su aimer. Et maintenant, il était perdu, tout comme Robert. Je ne sais pas comment faire, avoir Robert à son fils. Je ne sais pas être père, mais il savait être une famille. Robert passa la nuit entière sans dormir. Parfois, il traversait la maison vide. Parfois, il s'asseyait près du berceau de Gabrielle, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. À chaque heure qui passait, la honte grandissait. Il se souvenait des réunions où il parlait d'optimisation des ressources humaines, licenciant des centaines de personnes comme s'il s'agissait de chiffres sur un tableur. Un endroit déprimant, disait-il. Mais Monica et les filles vivaient dans ces endroits, et elles étaient plus joyeuses, plus gentilles. C'est alors qu'il se souvint de la chanson que Grace chantait. Il essaya de fredonner quelque chose de similaire, mais sa voix était rauque et sans affection. Gabrielle pleurait plus fort. Comme s'il sentait que ce n'était pas la même chose. Robert était assis par terre, tenant toujours Gabrielle dans ses bras, et pour la première fois depuis des décennies, il pleurait aussi. « Je suis vraiment désolé, dit-il à Gabrielle, tout en sachant que le bébé ne comprenait pas, je suis vraiment désolé d'avoir mis si longtemps à comprendre. Gabrielle se calma lentement. Percevant peut-être la sincérité dans la voix de son père. Robert resta un long moment par terre, tenant son fils dans ses bras, pensant à Monica et aux filles. Elles avaient changé sa vie en quelques minutes, non pas avec de belles paroles ou des discours élaborés, mais simplement en étant elles-mêmes, de vraies personnes. Vers midi, Robert prit une décision. Il décrocha le téléphone et appela son assistant personnel, Johnson. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur certaines personnes pour moi. » « Bien sûr, monsieur Hay. »« Un problème ? » ?»« Non, au contraire, j'ai besoin de tout savoir sur elles. » Robert a donné les noms de Monica, Émilie et Grace. Il a dit qu'elles étaient au commissariat hier et qu'elles habitaient probablement près du marché où Gabrielle a été retrouvée. Je veux savoir où elles vivent, comment elles vivent. Ce dont elles ont besoin, tout. Puis-je vous demander pourquoi, monsieur ? Robert regarda Gabrielle, qui dormait enfin paisiblement dans ses bras, et dit. Parce qu'ils m'ont appris quelque chose que je n'ai jamais appris tout seul. Qu'est-ce que c'était, monsieur ? Comment être humain ? Johnson resta silencieux quelques secondes, visiblement confus. Robert a pris un stylo et du papier. Dites-moi tout. Monica Silva, 30 ans, travaille comme femme de ménage quand elle trouve du travail. Elle a des jumelles, Émilie et Grace, 5 ans. Elles vivent dans une cabane à Villa San José, dans la périphérie ouest. Robert a noté chaque mot. La situation est compliquée, monsieur. Ils vivent avec moins de 2 cents dollars par mois. Ils n'ont pas l'eau courante. L'électricité est de fortune. Les enfants ne sont pas scolarisés,
faute de place. Robert a arrêté d'écrire. 200$ par mois. Il dépensait plus pour les déjeuners. Continue. Monica a perdu son emploi stable il y a 3 mois. Depuis, elle survit en faisant des ménages sporadiques. Les voisins disent qu'elle est très travailleuse, que les filles sont sages. Elles n'ont jamais demandé d'aide à personne. Bien sûr, elles n'ont rien demandé, murmura Robert. Monsieur, rien. Autre chose? Juste ça? Eh bien. C'est impressionnant qu'ils aient réussi à vivre avec si peu et à paraître dignes. Vous savez, les voisins ne tarissent pas d'éloges sur eux. Robert raccrocha et regarda ses notes. 200$ par mois, pas d'eau courante, pas d'école pour les filles, et pourtant ils avaient partagé cette misère avec Gabrielle sans hésiter. Robert regarda autour de lui dans son bureau, un bureau qui coûtait 50 000 $, un tableau valant plus que ce que Monica gagnerait en 5 ans, et se plaignit quand son café fut froid. Gabrielle se réveilla et recommença à pleurer. Cette fois, Robert n'essaya pas de le calmer avec de la musique ou du bercement. Il serra simplement son fils contre lui et lui dit : « Je te promets que j'apprendrai. Je te promets que je serai meilleur pour toi et pour eux. » Gabrielle cessa de pleurer et regarda son père comme s'il comprenait. Robert savait qu'il avait beaucoup à apprendre sur le rôle de père, sur l'humanité, sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Mais pour la première fois, il était prêt à apprendre. Le changement avait commencé. 2 jours après avoir reçu le rapport concernant Monica et les filles, Robert prit une décision qu'il ne parvenait pas à expliquer complètement. Il troqua son costume coûteux contre des vêtements plus simples. Il laissa son chauffeur à la maison, congédia les agents de sécurité et se rendit lui-même à la périphérie ouest de la ville. Il n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier. Les rues se rétrécissaient, les maisons se simplifiaient, jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit qui méritait à peine le nom de rue. C'était un amas de cabanes, accrochées les unes aux autres, sans aucun plan d'urbanisme. Des enfants jouaient sur le chemin de terre. Des femmes étendaient du linge sur des cordes de fortune. Robert arrêta la voiture et en sortit. Certains regardèrent avec curiosité l'homme bien habillé qui était apparu. « Alors, excusez-moi, » dit-il à une vieille femme portant une bassine de linge. « Savez-vous où habite Monica Silva ?» La femme le regarda avec suspicion. « Pourquoi veux-tu savoir ? » « Elle m'a aidé. Je tiens à la remercier. » La femme désigna une cabane au bout de la rue. « Elle est là. Mais attention. Elle n'aime pas les visites d'étrangers. » Robert la remercia et se dirigea vers la cabane. Elle était encore plus petite qu'il ne l'avait imaginé après avoir lu le rapport. Beaucoup plus petite. La maison ne devait pas faire plus de 15 mètres carrés. Les murs étaient en vieux bois. Le toit avait des tuiles cassées. Le rideau servait de porte. Robert prit une grande inspiration et frappa au bois qui servait d'encadrement de porte. « Qui est-ce » Une voix d'enfant cria de l'intérieur. « Émilie, Grace, c'est moi, Robert, le père de Gabrielle. » Il entendit des murmures et des pas. Le rideau s'écarta lentement et Émilie apparut, le regardant avec surprise et un peu de peur. « Que faites-vous ici, monsieur ? Puis-je entrer ? J'ai besoin de vous parler. » Émilie hésita, se retourna, puis ouvrit le rideau plus grand. Maman n'était pas là. Elle était partie chercher du travail. Robert entra dans la cabane et eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. L'espace était plus petit que la salle de bain de sa suite. Il n'y avait aucun meuble. À l'exception d'un matelas par terre et d'une petite table faite de caisses en bois. Le sol était en terre battue. Les murs étaient troués par des morceaux de carton. Dans un coin, une cuisinière à 2 feux en équilibre précaire sur des briques. À côté, un vieux réfrigérateur qui faisait un bruit assourdissant. Sur l'étendoir improvisé, 3 vêtements séchaient, tous rapiécés. Visiblement usés par les années. Grace était assise sur le matelas, tenant une poupée de chiffon qui semblait avoir été cousue à la main avec des chutes. « Où est ta mère ? » demanda Robert. Essayant encore de comprendre ce qu'il voyait. « Elle est partie tôt pour chercher du travail, » répondit Émilie. « Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas avant l'après-midi. » Robert regarda à nouveau autour de lui. Ici, Gabrielle avait été soignée. Dans cet espace qui pouvait à peine accueillir 3 personnes, on avait fait de la place pour une personne de plus. « Habitiez-vous ici quand vous vous occupiez de Gabrielle ? » « Oui, monsieur, » dit Grace timidement.
Où dormait-il? Émilie désigna un coin précis. Maman avait fait un petit lit avec une boîte en carton juste là. Elle l'avait tapissé des draps les plus doux que nous avions. Robert regarda dans le coin et essaya d'imaginer Gabriel dormant là. Dans un carton, sur le sol en terre battue, plus aimé qu'il ne l'avait jamais été au manoir. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Robert, plus pour lui-même que pour les filles. « Faire quoi ?» demanda Émilie. « Prendre soin de lui. Tu n'avais ni la place ni l'argent. Pourquoi t'es-tu occupé de Gabriel ?» Grace laissa tomber la poupée et regarda Robert comme si la question lui paraissait étrange. « Parce qu'il en avait besoin. C'est tout. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« C'est ça. » Émilie fronça les sourcils. C'était un bébé seul. Abandonné. Bien sûr, on allait s'occuper de lui. Robert était lourdement assis sur l'unique tabouret de la cabane. Ses jambes tremblaient. Le poids de son privilège l'écrasait. « Tu as partagé ta nourriture avec lui. »« Oui, oui, » dit Grace, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Les bébés ont besoin de manger. Mais tu en avais déjà si peu. »« Et alors ?» Émilie haussa les épaules. « On y arrive toujours. » Robert se couvrit le visage de ses mains. Ici, dans cette cabane de 15 mètres carrés, il avait trouvé plus de générosité que dans toute sa vie de luxe. « Monsieur, ça va ?» demanda Grace, inquiète. Robert regarda les deux filles. Émilie, 5 ans, parlait avec la maturité d'une adulte. Grace, 5 ans également. S'inquiétait d'un homme riche qui était venu chez elle. Elles avaient plus de sagesse et de gentillesse qu'il n'en avait accumulé en 45 ans. Il entendit des pas dehors. Le rideau s'écarta et Monica entra, s'arrêtant aussitôt en voyant Robert assis sur le tabouret. « Monsieur Grell. » Sa voix était étonnée. « Quoi? Comment es-tu arrivé ici ?» Monica ferma rapidement le rideau et resta près de l'entrée, visiblement mal à l'aise. « Je suis venu parce que tu n'as rien demandé, » dit lentement Robert en se levant. « Et pour ça, tu mérites tout. » Monica le regarda avec suspicion. « Je ne comprends pas. » Robert regarda à nouveau autour de la cabane la corde à linge avec 3 vêtements rapiécés, le sol en terre battue. Le poêle de fortune qui semblait prêt à s'effondrer à tout moment et il réalisa qu'il y avait plus de dignité là-bas que dans tout son manoir. « Je suis venu ici pour voir comment tu vis. » dit Robert. « Et maintenant, je comprends encore mieux ce que tu as fait pour Gabriel. » Monica croisa les bras, toujours méfiante. « On s'est juste occupé de lui. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. »« Tu as tout fait, » dit Robert. « Tu as donné de l'amour, du temps, de l'espace, de la nourriture, des choses dont tu n'avais pas besoin. N'importe qui ferait pareil. » Non, Monica. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Robert s'approcha de la petite fenêtre et regarda dehors. D'autres maisons similaires? D'autres familles luttant pour leur survie. Combien de personnes passent par ici chaque jour? Demanda Robert. Beaucoup. Pourquoi? Combien d'entre nous s'arrêtent pour aider quelqu'un dans le besoin? Monica ne répondit pas immédiatement. Émilie et Grace restèrent également silencieuses. Peu, admit finalement Monica. Tu es différent, et cela m'a fait réaliser à quel point j'ai eu tort toute ma vie. Robert se tourna vers Monica. Oh, je suis venu ici pour te faire une offre. Quel genre d'offre? Monica devint encore plus tendue. Robert prit une grande inspiration. Je suis rentré chez moi après le commissariat et je n'arrêtais pas de penser à toi, à la façon dont tu prenais soin de Gabriel. À la façon dont tu ne demandais rien. Et je me rends compte que tu mérites bien plus que ce que tu as. Monica secoua la tête. Nous ne voulons pas de charité, monsieur Haye. Ce n'est pas de la charité, a déclaré Robert avec fermeté. C'est de la justice. Robert sortit quelques papiers de sa poche. Monica regarda avec suspicion. Tu m'as rendu mon bien le plus précieux. Et tu n'as rien demandé en retour. Ce n'est pas de la charité, Monica. C'est de la justice. Quels sont ces papiers? Acte de propriété d'une maison. Simple mais sûr. 3 chambres, salle de bain, cuisine dans un quartier avec une bonne école publique. Les yeux de Monica s'écarquillèrent. Monsieur Haye. Laisse-moi finir, demanda Robert.
Il y a plus. Il a sorti d'autres documents. Inscription des filles dans une école privée à proximité de la nouvelle maison. Tout est payé. Une assurance maladie pour vous trois. Un compte en banque avec assez d'argent pour vivre dignement. Monica pâlit. Je ne peux pas accepter ça, dit-elle. Pourquoi pas, demanda calmement Robert. Parce que c'est trop. On n'a rien fait pour mériter tout ça. Rien, répondit Monica en secouant la tête. Robert regarda Émilie et Grace, puis de nouveau Monica. Vous avez sauvé mon fils. Vous m'avez montré ce que signifie être véritablement humain. Les larmes montèrent aux yeux de Monica. Mais c'est beaucoup d'argent. Beaucoup. Pour moi. Ce n'est qu'une fraction de ce que je gaspille chaque mois en choses inutiles, dit Robert avec honnêteté. Pour toi, c'est une chance d'avoir une vie meilleure. Grace s'approcha. Maman? Il est sérieux? Monica jeta un coup d'œil à ses filles, puis à Robert. Monsieur Haye, je me suis toujours débrouillée toute seule. Je me suis toujours occupée des filles sans demander l'aide de personne. Je sais, et c'est exactement pour ça que tu mérites ça, lui assura Robert. Monica se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, d'espoir et de profonde gratitude. Émilie serra sa mère fort dans ses bras. Ne pleure pas, maman. Je ne pleure pas de tristesse, dit Monica, luttant pour contrôler ses émotions. Je pleure parce que je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse nous arriver. Robert s'avança et lui tendit les papiers. Acceptez-vous? Monica baissa les yeux sur les documents. Puis se tourna vers ses filles. Émilie et Grace la regardèrent avec espoir. Finalement, Monica dit, pour elle, j'accepte. Robert sourit pour la première fois depuis des jours. Il mérite un avenir, Monica, et tu mérites la paix. Monica serra ses filles dans ses bras, les larmes aux yeux. Robert observa la scène et ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, la satisfaction de faire le bien. De reconnaître la valeur de ceux qui sont invisibles et de donner à ceux qui ont tout donné sans rien attendre en retour. Quand pourrons-nous voir la maison? Demanda Émilie. Toujours accrochée à sa mère. Tout de suite, si tu veux, répondit Robert. Grace sauta de joie. Vraiment? Vraiment? Monica s'essuya les yeux et regarda Robert avec une expression qu'il n'oublierait jamais, pure gratitude, sans prétention ni intérêt personnel. Merci, dit simplement Monica. Robert savait que ces mots valaient plus que n'importe quel éloge ou récompense, car ils venaient du cœur de quelqu'un qui comprenait vraiment la valeur. Quelqu'un qui avait enfin de la visibilité et méritait tout. Une semaine plus tard, Robert revint à la cabane avec les clés de la nouvelle maison. Monica. Émilie et Grace attendaient avec impatience à la porte, vêtues de leurs plus beaux vêtements. Prêt à découvrir votre nouvelle maison? Demanda Robert avec un sourire chaleureux. Tout à fait prête, cria Grace, bondissant d'excitation. Émilie était plus calme, mais ses yeux brillaient d'impatience. Monica semblait encore incapable de croire que c'était réel. La voiture de Robert arriva à un modèle simple, pas la limousine qu'il utilisait habituellement. Il ne voulait pas attirer l'attention. Pendant le trajet, Grace colla son nez à la vitre, montrant tout ce qu'elle voyait. Regarde, maman. Quelle grande rue. Et regarde tous ces arbres. Émilie était également impressionnée, mais essayait de paraître plus mature. C'est loin d'ici. N'est-ce pas? Environ 20 minutes, répondit Robert. Mais il y a un bus direct et une école à proximité. Monica est restée silencieuse pendant la majeure partie du voyage. Regardant les rues devenir plus ordonnées, les maisons plus grandes et les quartiers mieux entretenus. Monsieur Haye, dit-elle finalement doucement. Je n'arrive toujours pas à croire que cela arrive. Tu peux y croire. Tu mérites ça, et bien plus encore. Lorsqu'ils arrivèrent dans la rue de la nouvelle maison, Grace fut la première à sortir. La rue calme était bordée de petites maisons bien entretenues, de trottoirs propres et d'arbres. C'est tout? Demanda Émilie en regardant autour d'elle. C'est vrai, confirma Robert en s'arrêtant devant une simple maison bleu clair à 2 étages avec un portail blanc. Monica porta la main à sa bouche, submergée par l'émotion. C'est magnifique. Robert ouvrit le portail et les conduisit dans le petit jardin de devant, où l'herbe était bien entretenue et les fleurs s'épanouissaient. On peut entrer?
demanda Grace avec empressement. Robert tendit la clé à Monica. La maison est à toi. Ouvre-la. Monica prit la clé d'une main tremblante et ouvrit la porte d'entrée. Ensemble, elles entrèrent. Le salon était petit mais chaleureux, meublé d'un canapé, d'une table basse, d'une télévision et d'une bibliothèque avec quelques livres. Tout était simple, mais propre et neuf. Mon Dieu! Murmura Monica. Émilie et Grace se précipitèrent pour explorer les lieux. Maman, viens voir. Il y a 2 chambres à l'étage, cria Émilie depuis l'escalier. Et une salle de bain rien que pour nous, ajouta Grace. Monica monta lentement, toujours bouleversée. Robert la suivit discrètement, observant sa réaction. La chambre principale était modeste, mais équipée d'un lit double, d'une armoire et d'une coiffeuse simple. La chambre des filles comprenait 2 lits simples, des tables de chevet et une autre armoire. Chacun de nous aura son propre lit, demanda Grace, stupéfaite. Oui, tu les feras, répondit Robert. Et tu pourras les décorer comme tu veux. Émilie ouvrit l'armoire vide et imagina ses vêtements à l'intérieur. Grace testa la douceur du lit en riant joyeusement. Ils sont descendus pour voir la cuisine. Petite mais fonctionnelle avec un nouveau réfrigérateur, une cuisinière à 4 feux, l'eau courante et des armoires. Monica ouvrit le robinet et regarda l'eau couler. L'eau coule, murmura-t-elle comme par miracle. Et il fait chaud, en plus, dit Robert. Il y a un chauffe-eau. Monica se remit à pleurer. Émilie et Grace coururent la serrer dans leurs bras. Pourquoi pleures-tu, maman? La maison n'est pas bien? C'est parfait, dit Monica en larmes. Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Les filles ont exploré chaque recoin, découvrant une petite cour arrière avec un évier à linge et un espace pour suspendre les vêtements. Puis-je planter des fleurs? Demanda Grace. Tu peux faire ce que tu veux, dit Robert. La maison est à toi. Ils restèrent dans la nouvelle maison jusqu'en fin d'après-midi. Monica ne cessait de toucher chaque mur, comme pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Quand pouvons-nous emménager? Demanda Émilie. Quand tu veux. Demain, si tu préfères. Monica regarda Robert avec une immense gratitude. Comment pouvons-nous vous remercier pour quelque chose comme ça? Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est moi qui dois te remercier. De retour à la cabane, rassemblant quelques affaires. Les filles étaient euphoriques, parlant de la nouvelle maison et faisant des plans. Je vais mettre ma poupée sur la table de chevet, dit Grace. Et je vais ranger nos livres sur l'étagère du salon, prévoyait Émilie. Au milieu de l'excitation, Grace se tut soudainement. Maman, dit-elle, Gabriel me manque. Émilie s'arrêta de parler. Moi aussi. Il va bien, à ton avis? Monica regarda ses filles, puis Robert. Je suis sûr qu'il est bien soigné. Mais se souvient-il de nous? Grace a persisté, est-ce qu'il nous manque? Robert a vu la tristesse sincère sur le visage des filles. Bien que heureuses de leur nouveau foyer, le bébé dont elles avaient pris soin comme d'un frère leur manquait. Tu veux le voir? Demanda Robert. On peut? Les yeux d'Émilie s'illuminèrent. Bien sûr. C'était ton frère, n'est-ce pas? Grace sauta de joie. Quand? Et demain, après ton emménagement? Les filles acceptèrent avec enthousiasme. Monica sourit de leur bonheur. Le lendemain, après s'être installé dans la nouvelle maison, Robert est arrivé tenant Gabriel dans ses bras. Émilie et Grace ont couru vers la porte dès qu'elles l'ont vu. Gabriel, cria Grace. C'est Gabriel. Ils se précipitèrent tous les deux pour attraper le bébé. Gabriel, silencieux dans les bras de son père, se redressa aussitôt en voyant les filles. Il afficha ce large sourire rare que Robert n'avait vu que quelques fois. Il se souvient de nous, dit Émilie, émue. Robert tendit Gabriel à Émilie, et le bébé se blottit sur ses genoux comme s'il n'était jamais parti. Salut, petit frère, murmura Émilie. Tu nous as manqué. Grace embrassa Gabriel sur le front. Tu as grandi. Tu es plus rond. Gabriel rit, de ce rire bébé qui emplissait la pièce de chaleur. Il caressa doucement le visage de Grace de ses petites mains, jouant doucement. Robert observa la scène et sentit quelque chose remuer au plus profond de sa poitrine. L'amour qu'il percevait n'était pas que des mots ou de la théorie, c'était une pure présence.
C'était Émilie qui installait Gabriel sur ses genoux avec la tendresse d'une mère expérimentée. C'était Grace qui faisait des grimaces, faisant rire le bébé. C'était Monica qui s'approchait pour lui toucher doucement le visage, un geste discret et plein d'affection. Cette famille n'était pas faite de sang, mais d'amour. Il est ce qu'il est grâce à elle, murmura Robert. Gabriel avait appris à sourire dans les bras d'Émilie et de Grace, et à avoir confiance sur les genoux de Monica. C'était un bébé heureux car, dès ses premiers jours, il avait été aimé inconditionnellement. « Je peux le tenir un peu ?» demanda Grace. Émilie passa prudemment Gabriel à sa sœur. Le bébé resta satisfait, regardant tour à tour ses sœurs, comme s'il reconnaissait chaque détail de leur visage. « Il est plus intelligent » observa Grace, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Regarde comme il est attentif à tout. » Monica s'assit à côté des filles sur le nouveau canapé. Gabriel tendit ses petits bras vers elle, demandant à être tenu. « Salut, mon petit. » dit Monica en le soulevant doucement. « Tu es si grand et si beau. » Gabriel se blottit sur les genoux de Monica et ferma les yeux, complètement détendu. Robert se tenait à proximité, ému par cette scène touchante. « Il s'est endormi » murmura Émilie. « Il dort mieux avec toi qu'avec moi » admit Robert. « Pourquoi » demanda Grace. « Parce que tu l'aimes d'une manière que j'apprends encore » dit doucement Robert. Les filles sont restées avec Gabriel pendant 2 heures, jouant avec lui, chantant ses chansons préférées et le faisant rire à maintes reprises. Quand Robert est parti avec Gabriel, le bébé a pleuré doucement en quittant les bras d'Émilie. « Puis-je l'amener te rendre visite plus souvent » demanda Robert. « S'il vous plaît » dirent les filles ensemble. « Quand vous voulez » le rassura Monica. « Il sera toujours le bienvenu ici. » Robert installa Gabriel dans sa poussette et s'apprêta à partir, mais avant de partir, il se tourna vers Monica. « Merci » dit-il simplement. « Pourquoi ?»« Pour tout. Je suis désolé de ne t'avoir jamais vu auparavant. Tu m'as appris plus que quiconque dans ma vie. » Monica sourit doucement. « On ne t'a rien appris. On était juste nous-mêmes. Et c'était tout. » a déclaré Robert. Le lendemain, Robert est retourné dans la nouvelle maison, non pas avec Gabriel cette fois, mais avec un dossier de documents. « Qu'est-ce que c'est » demanda Monica avec prudence. « J'aimerais encore faire une chose pour toi. » Robert ouvrit le dossier et en sortit quelques papiers. « J'ai ouvert un compte bancaire au nom d'Émilie et Grace. »« Un compte ?» Émilie fronça les sourcils. « C'est un fonds pour l'éducation et la sécurité » a expliqué Robert. « De l'argent épargné pour plus tard, pour l'université, pour commencer sa vie. Pour tout ce dont on a besoin. » Les yeux de Monica s'écarquillèrent. « Monsieur Haye, ce n'est pas nécessaire. » Robert l'interrompit doucement. « Je veux qu'ils aient un avenir parce qu'ils le méritent, et parce qu'ils m'ont sauvé, moi aussi. »« Comment ça » demanda Émilie avec curiosité. Robert s'agenouilla à la hauteur des filles. « Tu m'as appris à être une meilleure personne. Tu m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie. Tu m'as empêché de continuer à être quelqu'un que je n'aimais pas. » Grace toucha doucement le visage de Robert. « Tu es quelqu'un de bien. Maintenant je le suis, grâce à toi. » Robert tendit les papiers à Monica, qui les prit avec des mains tremblantes, lisant les montants avec de grands yeux. « C'est beaucoup d'argent » a-t-elle déclaré. « C'est leur avenir » répondit Robert. « Je veux qu'ils étudient, qu'ils aient des opportunités. Qu'ils deviennent ce qu'ils veulent. » Monica se remit à pleurer, mais ce n'était plus des larmes de gratitude ou de soulagement, mais des larmes d'espoir. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait le poids de l'espoir, celui de savoir que ses filles auraient des chances qu'elles n'avaient jamais eues, qu'elles pourraient rêver grand, étudier et choisir leur propre voie. « Merci » dit Monica en serrant Robert fort dans ses bras. « Je te remercie d'avoir vu leur valeur. »« Merci de m'avoir appris à voir » répondit Robert. Émilie et Grace se sont jointes à l'étreinte, et là, dans le simple salon de la nouvelle maison, 4 âmes liées par le destin ont scellé une amitié éternelle. Une amitié fondée sur l'essentiel, l'amour, la gratitude et la conviction que chacun mérite d'être vu et valorisé, surtout ceux qui n'ont jamais rien demandé mais ont tout donné. 7 mois plus tard, par un lundi matin radieux, Monica se réveilla avec un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant, la paix intérieure. Elle quitta son lit confortable,
dans la chambre qui lui appartenait enfin. Et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la rue s'éveillait comme chaque jour, les voisins partaient au travail, les enfants allaient à l'école, un monde qui les incluait enfin. Les filles. Il est temps de se lever, cria-t-elle en se dirigeant vers leur chambre. Émilie était déjà réveillée et faisait soigneusement son lit. Grace, encore endormie, se leva sans se plaindre et s'étira avec un sourire. Aujourd'hui, c'est le jour de présentation du projet, dit Émilie en se peignant les cheveux avec une brosse qui n'appartenait qu'à elle. Des fruits, du beurre, de la confiture. Ce n'était pas du luxe, mais c'était suffisant comparé à ce qu'ils avaient avant. Maman? Le professeur a dit que je pouvais participer à l'Olympiade de mathématiques, dit Émilie en étalant de la gelée sur son pain. C'est merveilleux. Tu as toujours été douée avec les chiffres, répondit Monica. Et ma prof m'a dit, mes dessins sont très beaux, a ajouté Grace. Elle a dit, j'ai du talent. Monica sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Ces filles découvraient des talents qu'elles n'avaient jamais eu l'occasion de montrer auparavant. Tandis que les filles finissaient de se préparer, Monica observait chaque détail de la matinée. Émilie enfila son uniforme bleu marine d'école privée, le tissu neuf et bien repassé. Grace a tressé ses cheveux en 2 couettes parfaites, se regardant dans le miroir de la salle de bain qui était le leur. Prêt? Demanda Monica. Elles descendirent toutes les deux, Émilie avec son sac à dos bien rangé et ses cahiers bien rangés. Grace avec la nouvelle trousse que Robert avait apportée la semaine précédente. Tu es magnifique, dit Monica en ajustant le col d'Émilie. Est-ce qu'on ressemble à des filles normales maintenant? Demanda Grace. Vous avez toujours été des filles normales. Maintenant, tout le monde peut le constater. Ils quittèrent la maison en marchant sur le trottoir propre. L'école était à 15 minutes à pied, un itinéraire sûr que Monica prenait soin d'emprunter chaque jour. Pendant la promenade, les filles parlaient de leurs cours, de leurs amis et de leurs projets. Monica écoutait en silence, émerveillée par la rapidité avec laquelle elle s'était adaptée à ce nouveau monde. Sarah a demandé si elle pouvait venir jouer chez nous samedi. Bien sûr qu'elle peut. Vous pouvez faire vos devoirs ensemble, dit Grace. Et John a dit qu'il voulait voir nos livres, ajouta Émilie. Je lui ai dit que nous en avions beaucoup, ce que aime. Robert avait apporté. Ils sont arrivés à la porte de l'école. D'autres enfants arrivèrent également, tous bien habillés, leur sac à dos à la main et discutant avec animation. Au revoir. Maman, dit Émilie en embrassant Monica sur la joue. Travaillez bien et tenez-vous bien. On est toujours sage, répondit Grace en embrassant également sa mère. Monica se tenait à la grille, regardant ses filles entrer dans l'école. Émilie aida Grace à porter son sac à dos jusqu'à la porte de la classe. Grace fit un signe de la main à Monica avant de disparaître dans le couloir pour la première fois en tant que fille pleine d'avenir. Cette phrase résonnait dans l'esprit de Monica comme une belle chanson. C'est exactement ce qu'elle voyait en regardant ses filles aujourd'hui, des filles avec de vraies perspectives. Des rêves réalisables et des chemins ouverts. Bonjour, Monica. Elle se retourna et vit Robert s'approcher sur le trottoir, en tenue décontractée, portant Gabriel dans ses bras. Le bébé, âgé de 18 mois, était visiblement plus grand et plus alerte. Bonjour, Robert. Tu es arrivé au bon moment. Gabriel, voyant Monica, lui tendit aussitôt ses petits bras. Elle le prit dans ses bras et il sourit au ce sourire radieux qu'il arborait toujours à la vue de ceux qu'il aimait. Salut, mon prince. Tu es si grand. Gabriel rit et essaya d'attraper la boucle d'oreille de Monica, bredouillant quelque chose qui ressemblait presque à de vrais mots. Comment fait-il pour parler déjà? Demanda Monica. Il dit maman, papa et quelque chose qui ressemble à Amy, répondit Robert en souriant. Je crois qu'il essaie de dire Émilie. Monica sourit. Bien sûr qu'il l'aime. Il adore les filles. Robert avait pris l'habitude de rendre visite à Monica 3 fois par semaine, toujours accompagné de Gabriel, non pas par obligation ou par culpabilité, mais par l'affection sincère qui s'était développée entre tous. Ils rentrèrent ensemble à pied. Gabriel montrait tout ce qui se trouvait sur leur chemin, voitures, arbres, chiens, comme s'ils racontaient leur promenade. « Comment s'est passé ton week-end » demanda Robert. C'était agréable et paisible. Les filles ont fait leurs devoirs. Jouer dans la cour et aider à préparer un gâteau. Des choses simples.
Les meilleures choses sont toujours simples. Ils arrivèrent à la maison et s'installèrent dans le salon douillet. Gabriel descendit aussitôt des genoux de Monica et commença à explorer chaque recoin. Maintenant, il marche d'un pas assuré, toujours curieux de tout. Est-ce qu'il parle plus? Demanda Monica. Bien plus encore, répondit Robert. Et il comprend presque tout ce qu'on dit. Hier, je lui ai demandé d'aller chercher l'ours en peluche, et il l'a apporté parfaitement. Gabriel s'approcha de Monica et leva les bras, demandant à être pris dans ses bras. Elle le prit dans ses bras et il se blottit contre elle comme s'il était chez lui. Il est toujours plus calme ici, observa Robert. Parce qu'ici, il sait qu'il est aimé inconditionnellement. Robert observait Gabriel sur les genoux de Monica. Tu sais. Je pensais à quel point sa vie aurait été différente si tu ne l'avais pas trouvé ce jour-là. Monica regarda Gabriel, qui s'était endormi dans ses bras. Il aurait été soigné différemment. Dieu trouve toujours une solution, mais pas comme vous l'avez fait avec tant d'amour. L'après-midi, quand Émilie et Grace rentrèrent de l'école, elles trouvèrent Robert et Gabriel qui les attendaient dans le salon. Les filles coururent serrer leur petit frère dans leurs bras. « Gabriel » cria Grace. « Tu es venu nous attendre. » ajouta Grace, faisant des grimaces pour faire rire Gabriel. Les filles jouèrent avec Gabriel jusqu'à l'heure du dîner. Robert les observait. Toujours impressionné par leur patience infinie et leur affection naturelle. Gabriel renversait des jouets, elle les ramassait en souriant. Gabriel leur tirait les cheveux. Elle riait et continuait à jouer. Gabriel s'énervait, elles inventaient des chansons pour le calmer. Les vrais liens n'ont pas besoin de sang. Murmura Robert à Monica alors qu'il regardait les trois enfants sur le sol du salon. Ils ont juste besoin de soins, sourit Monica. C'est vrai. Nous choisissons notre famille par cœur. Et je t'ai choisi pour toujours. Quand il fut temps pour Robert d'emmener Gabriel, le bébé pleura un peu, mais Émilie lui chanta doucement et Gabriel se calma, posant sa tête sur l'épaule de son père. À mercredi, promit Émilie en embrassant le front de son frère. Nous attendrons, dit Grace. Robert dit au revoir et partit avec Gabriel. Elle se réveillait inquiète de ce qu'elle allait manger le lendemain. Maintenant, elle se demandait si les filles étaient heureuses à l'école. Il y a 8 mois. Les filles récupéraient des ressources pour survivre. Aujourd'hui, elles font leurs devoirs et participent à des olympiades de mathématiques. Il y a 8 mois. Monica n'imaginait pas un avenir différent. Elle voyait maintenant Émilie rêver de devenir médecin et Grace de devenir enseignante. Le changement avait été profond mais silencieux. Progressif mais complet. Robert continua à lui rendre visite régulièrement. Gabriel grandit en connaissant 2 foyers, le manoir où il vivait et la maison simple où il était aimé sans réserve. Émilie et Grace sont devenues d'excellentes élèves. Émilie s'est découvert un talent impressionnant pour les sciences. Grace a révélé une créativité artistique unique. Tous deux ont grandi en sachant qu'ils pouvaient rêver aussi haut qu'ils le souhaitaient. Monica retournait étudier le soir. Elle souhaitait une meilleure profession, non par nécessité, mais pour son épanouissement personnel. La transformation de Robert fut peut-être la plus belle de toutes. Il apprit qu'aimer est un choix quotidien, pas seulement un sentiment. Il a appris que les choses les plus importantes dans la vie n'ont pas de prix. 1 an après la rencontre au commissariat, ils ont fêté le 2e anniversaire de Gabriel chez Monica. Une fête simple dans la petite cour arrière avec gâteau fait maison et décoration réalisée par les filles. Gabriel prononça ses premières phrases complètes ce jour-là. « Tu veux ma sœur » dit-il en tendant les bras vers Émilie. Puis il regarda Grace et dit « J'aime grand-mère », confondant Monica avec une grand-mère aimante. Tout le monde riait et pleurait en même temps. Robert a enregistré chaque instant, sachant que ses souvenirs étaient plus précieux que n'importe quel trésor. Les années passèrent. Gabriel grandit en partageant son temps entre 2 familles qu'il aimait. Émilie est diplômée de la faculté de médecine, se souvenant toujours qu'elle voulait prendre soin des enfants abandonnés. Grace est devenue enseignante, consacrant sa vie à l'enseignement aux enfants défavorisés. Monica a terminé ses études en travail social et a commencé à travailler avec des familles vulnérables. Robert a complètement changé sa façon de faire des affaires, en créant des projets sociaux et en traitant toujours les employés avec dignité. Mais le plus beau dans toute cette histoire n'était pas les réussites individuelles, mais la continuité. Tous les dimanches, ils se réunissaient chez Monica pour déjeuner ensemble. Gabriel.
désormais adolescents, considéraient ces réunions comme le moment le plus important de la semaine. Émilie et Grace, désormais adultes, continuèrent d'être les sœurs les plus affectueuses qu'ils pouvaient avoir. Monica a continué à être un exemple d'amour inconditionnel pour tous. Robert a continué à apprendre chaque jour comment devenir une meilleure personne. Le bien avait été fait avec vérité, et il continuait à être fait en silence chaque jour. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin de fins spectaculaires. La vraie beauté réside dans la continuité silencieuse, dans la constance de l'amour. Dans la certitude que quelque part dans le monde, des gens bien continuent de prendre soin les uns des autres. Simplement parce que c'est la bonne chose à faire et que cela en vaut la peine pour toujours. Si cette histoire vous a touché,